Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas lu et je ne suis pas toute pimpante comme vous pouvez le voir parce que il est tard, que ce matin je me suis levée des potrons millet et c'est surtout que cette nuit j'ai fait une insomnie. Donc tout ça ensemble égale ça. Très bien. Alors j'avais plusieurs livres ici autour de moi et j'ai choisi Le Dernier Amour de George Sand. Je viens de changer au dernier moment. Vous ne saurez pas ce que j'allais vous lire. C'est une surprise pour une prochaine fois. Le Dernier Amour. Parce que celui-ci, je vais le couper en plusieurs. Je vais faire des courtes lectures. Il est écrit vraiment tout petit. La mise en page. Tout ce que je déteste. Et donc, c'est pour ça que je vais le lire en plusieurs fois. Et en plus, ça sent la poussière. J'adore. George Sand, Le Dernier Amour. Je découvre. J'espère que ça vous plaira et que ça me plaira aussi. Est-ce que je vous ai demandé si vous alliez bien? Je crois que oui. Et j'espère en tout cas que vous allez bien. Vous avez vu, je me suis jugée, je me suis regardée, je me suis dit, oh là là. Oui, non, tout va bien. Le Dernier Amour. Nous étions réunis à la campagne un soir d'hiver. Le dîner, gai d'abord, comme l'est toujours un repas qui réunit de vrais amis, s'attrista vers la fin au récit de l'un de nous, médecin, qui avait eu à constater une mort violente et dramatique dans la matinée. Un fermier des environs, que nous connaissions tous pour un homme honnête et sensé, avait tué sa femme dans un accès de jalousie trop fondée. Après les questions précipitées que fait naître un événement tragique, après les explications et les commentaires, vinrent, naturellement, les réflexions sur la nature du fait, et je fus surpris de voir comme il était diversement apprécié par des esprits que semblaient relier entre eux, à beaucoup d'autres égards, les mêmes idées, les mêmes sentiments, les mêmes principes. L'un disait que le meurtrier avait agi avec toute la lucidité de son jugement, puisqu'il avait eu la conscience de son droit. L'autre affirmait qu'en se faisant justice à lui-même, un homme de mœurs douces avait dû être sous l'empire d'une démence passagère. Un autre haussait les épaules, regardant comme une lâcheté de tuer une femme, si coupable qu'elle fût. Un autre encore regardait comme une lâcheté de la laisser vivre après une trahison flagrante. Je ne vous dirai pas toutes les théories contradictoires qui furent soulevées et débattues à propos de ce fait éternellement insoluble, le droit moral de l'époux sur la femme adultère, au point de vue légal, au point de vue social, au point de vue religieux, au point de vue philosophique. Tout fut affirmé passionnément ou remis en question avec audace sans que l'on pût s'entendre. Quelqu'un demanda en riant que l'honneur ne le contraignit pas à tuer la femme dont il ne se souciait en aucune façon, et il ajouta une proposition assez spécieuse. « Faites une loi, dit-il, qui oblige l'époux trompé à trancher publiquement la tête de sa coupable moitié, et parmi ceux de vous qui se montrent implacables en théorie, je parie qu'il n'y aura personne à qui une pareille loi ne fasse jeter les hauts cris. » Un seul de nous n'avait pris aucune part à la discussion. C'était M. Sylvestre, un vieillard fort pauvre, fort doux, aimable optimiste, au cœur sensible, au socialisme berquinisé, voisin indiscret, dont nous riions un peu, que nous aimions beaucoup et dont nous savions le caractère absolument respectable. Ce vieillard a été marié, il a eu une fille fort belle, la femme est morte après avoir gaspillé par vanité une grande fortune. La fille a fait pis que de mourir.
Après avoir tenté vainement de l'arracher au désordre, M. Sylvestre, vers l'âge de 50 ans, lui abandonna les dernières ressources dont il disposait afin de lui ôter tout prétexte d'indigne spéculation, sacrifice très utile qu'elle dédaigna, mais qu'il jugea nécessaire à son propre honneur. Il partit pour la Suisse, où il ne garda de son nom que le prénom de Sylvestre et où il a passé 10 ans, complètement perdu de vue par ceux qui l'avaient connu en France. On l'a retrouvé plus tard, non loin de Paris, dans un ermitage où il vivait avec une sobriété phénoménale, moyennant une rente de 300 francs, fruit de son travail et de ses économies à l'étranger. Il s'est laissé persuader enfin de passer les hivers chez monsieur et madame, qui le chérissent et vénèrent particulièrement. Mais il a une telle passion pour sa solitude qu'il y retourne dès que les bourgeons paraissent aux arbres. C'est le dernier anachorète et il passe pour athée. Mais c'est, au contraire, un spiritualiste obstiné qui s'est fait une religion conforme à ses instincts et une philosophie prise un peu partout. En somme, malgré l'admiration qu'on lui décerne dans la famille, ce n'est pas une intelligence bien lumineuse ni bien complète, mais c'est un noble et sympathique caractère qui a son côté sérieux, raisonné et arrêté. Pressé de donner son avis et de formuler son opinion, après s'en être longtemps défendu sous prétexte qu'il était incompétent comme vieux garçon, il finit par avouer qu'il avait été marié 2 fois et qu'il avait été très malheureux en ménage. On ne put lui en faire dire davantage quant à sa propre histoire. Mais, voulant par une conclusion morale quelconque échapper à la curiosité, il nous parla ainsi. Certainement l'adultère est un crime, puisque c'est la violation d'un serment. J'estime le crime aussi grave pour un sexe que pour l'autre. Mais il est réellement difficile à éviter pour tous deux dans certains cas que je n'ai pas besoin de vous spécifier. Permettez-moi donc d'être casuiste en fait de rigorisme et de n'appeler adultère que la trahison, non provoquée par celui qui en est victime et sciemment accomplie par celui qui la commet. Dans ce cas-là, l'époux ou l'épouse adultère mérite châtiment. Mais quel châtiment appliquerez-vous donc dont celui qui l'inflige ne soit pas fatalement solidaire? Il doit y avoir pour l'un comme pour l'autre une autre solution. « Laquelle » cria-t-on de toutes parts. « Si vous l'avez trouvée, vous êtes habile. »« Je ne l'ai peut-être pas trouvée, » répondit modestement le vieux Sylvestre, « mais je l'ai beaucoup cherchée. » « Dites-la, dites ce que vous avez jugé de meilleur, le meilleur. »« J'ai essayé de trouver le châtiment qui moralise. Je n'en ai jamais conçu d'autre. »« Quel est-il? L'abandon? Non. Le mépris? Encore moins. La haine? L'amitié? » On se regarda. Les uns riaient, les autres ne comprenaient pas. « Je vous parais insensé ou niais, » reprit tranquillement M. Sylvestre. « Eh bien, avec l'amitié envisagée comme châtiment, on pourrait moraliser les natures accessibles au repentir. Mais ceci demanderait de trop longues explications. Il est 10 heures et je ne veux pas inquiéter mes hôtes. Je vous demande la permission de m'esquiver. » Il le fit comme il le disait, sans qu'il fût possible de le retenir. On n'attacha pas une grande importance à ses paroles. On pensait qu'il se tirait d'affaire par un paradoxe quelconque ou que, comme un vieux sphinx, il nous jetait, pour masquer son impuissance, une énigme dont il ne tenait pas le mot. Je l'ai comprise plus tard, cette énigme de M. Sylvestre. Elle est aussi simple, je dirais presque aussi puérile que possible, et cependant, pour me l'expliquer, il dut entrer dans des considérations qui m'ont paru instructives et intéressantes. C'est pourquoi j'ai écrit le récit qu'il fit un mois plus tard à monsieur et à madame en ma présence. J'ignore comment j'obtins de lui cette marque extraordinaire de confiance, de pouvoir être au nombre de ses auditeurs intimes. Peut-être lui étais-je devenu particulièrement sympathique par mon désir d'avoir son opinion sans y opposer une opinion personnelle préconçue. Peut-être éprouvait-il le besoin de raconter son âme et de distribuer dans quelques mains fidèles les grains de sagesse et de charité qui l'avaient sauvé du désastre de sa vie. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la valeur de cette révélation, la voici telle que j'ai pu la reconstruire en soudant ensemble les heures consacrées à diverses reprises à ce long récit. C'est moins
un roman qu'un exposé de situation analysé avec patience et retracé avec scrupule. Ce n'est ni poétique, ni intéressant au point de vue littéraire. Cela ne s'adresse donc qu'au sens moral et philosophique du lecteur. Je lui demande pardon de n'avoir pas à lui servir aujourd'hui un mets plus savant et plus savoureux. Le narrateur, dont le but n'est pas de montrer son talent, mais de communiquer sa pensée, est comme le botaniste qui rapporte de sa promenade, non les plantes rares qu'il eût été heureux de trouver, mais les brins d'herbe que la saison rigoureuse lui a permis de recueillir. Ces pauvres herbes ne charment ni les yeux, ni l'odorat, ni le goût, et pourtant celui qui aime la nature y trouve encore matière à étudier, et il les apprécie. La forme du récit de M. Sylvestre paraîtra peut-être monotone et trop dénuée d'ornement. Elle eut au moins pour ses auditeurs le mérite de la bonne foi et de la simplicité, et j'avoue que par moments elle me parut très saisissante et très belle. Je pensais, en l'écoutant, à cette admirable définition de Renan que la parole est ce vêtement simple de la pensée, tirant toute son élégance de sa parfaite proportion avec l'idée à exprimer. Et qu'en fait d'art, le grand principe est que tout doit servir à l'ornement, mais que tout ce qui est mis exprès pour l'ornement est mauvais. Je pense que M. Sylvestre était rempli de cette vérité, car il sut captiver notre attention et nous tenir attentifs et recueillis avec son histoire sans péripéties et sa parole sans effet. Je ne suis malheureusement pas le sténographe de cette parole, je l'ai reconstruite comme j'ai pu et, soigneux seulement de suivre les pensées amenées par les actes, je lui ai fait infailliblement perdre sa couleur particulière et son mérite réel. Il commença d'un ton assez dégagé, presque gai, car après les grandes crises de sa vie, son caractère est redevenu enjoué. Peut-être aussi ne comptait-il pas nous raconter le fond des choses et pensait-il pouvoir supprimer les faits qu'il ne trouverait pas nécessaires à sa démonstration. Il en jugea autrement à mesure qu'il avança dans son récit, ou bien il fut entraîné par la force de la vérité et l'intensité du souvenir à ne rien retrancher et même à ne rien adoucir. Vous me demandez, dit-il en s'adressant à monsieur et à madame, ce que j'ai fait en Suisse de 5 ans de ma vie dont je ne vous ai jamais parlé et qui doivent, selon vous, renfermer un mystère, quelque grand travail ou quelque vive passion. Vous ne vous trompez pas. C'est le temps de mes plus poignantes émotions et de mon plus rude travail intellectuel. C'est la crise finale et décisive de ma vie de personnalité. C'est ma plus ardente et ma plus dure expérience. C'est enfin mon dernier amour qui est enseveli dans le mutisme que j'observe à propos de ces 5 années. Quand je quittais la France à pied avec 63 francs pour tout avoir dans ma poche, je n'avais pas encore 50 ans et ma figure n'en annonçait pas 40, malgré les chagrins affreux que je vous ai racontés il y a longtemps et sur lesquels je n'ai pas à revenir. Une vie pure, un fond de philosophie résignée, le séjour et les occupations de la campagne m'avaient maintenu en force et en santé. Mon front n'avait pas encore une seule ride, mon teint brun avait une solidité unie et mes yeux étaient purs comme ils le sont encore. J'ai toujours eu trop de nez pour être joli garçon, mais j'avais une physionomie sympathique, la barbe et les cheveux noirs, l'air ouvert et un franc rire quand je réussissais à oublier mes peines. De plus, j'étais fort et grand, ni gras ni maigre, sans grâce et sans beauté, mais bien planté sur mes jambes comme l'est un ancien fantassin qui est resté bon marcheur et adroit de sa personne. Enfin, tel que j'étais, sans chercher les bonnes fortunes et même sans y songer, je voyais bien dans le regard des femmes que j'étais un homme et que, pendant quelques années encore, je ne devais pas espérer d'être traité comme un père. Là, ce fut pourtant borner mon humble ambition. J'avais aimé ma femme malgré ses défauts, elle m'avait toujours rendu malheureux, mais elle m'avait été fidèle. Je ne m'étais donc jamais arrogé le droit, je n'avais jamais subi la tentation de manquer à mes devoirs de fidélité. Veuve depuis plusieurs années, j'étais restée austère. Je devais cela à ma fille. Rien ne me servit auprès d'elle, ni les conseils, ni l'exemple. Elle prit le mauvais chemin, et quand elle me força à m'exiler pour ne pas devenir le témoin responsable de ses égarements,
Il y avait 20 ans et plus que je n'avais connu un jour de bonheur et de liberté. Mais je n'aspirais pas à être heureux. Il ne me semblait plus permis d'y songer. Navré et humilié, et par-dessus le marché volontairement dépourvu de toute ressource, il me fallait d'abord penser à gagner ma vie, ce qui ne me semblait pas la chose du monde la plus facile au sortir de l'opulence, résolu que j'étais à n'invoquer l'aide d'aucun ami, que dis-je, résolu à m'effacer de la scène du monde et à vivre inconnu, comme un homme qui aurait commis un crime et qui serait forcé de cacher son passé. Mon intention était d'aller en Italie pour y essayer un professorat quelconque. Je m'arrêtais en Suisse, à la frontière. Je n'avais pas encore la science de l'économie. J'étais au bout de mes 63 francs. J'avais un peu de linge dans mon havre-sac. J'ai toujours aimé la propreté. Je ne pus me décider à le vendre. Je passais la nuit à l'auberge du Simplon, où je ne dormis guère. Je me tourmentais du lendemain. J'avais tout juste de quoi payer mon écho. Mais après, je ne m'inquiétais pourtant pas outre mesure. Les choses matérielles de la vie m'ont toujours été favorables, en ce sens que mes besoins n'ont jamais dépassé mes ressources. Je n'ai donc jamais éprouvé de désastres irréparables que dans la sphère des sentiments. J'aurais volontiers changé de destinée, mais cela n'a pas dépendu de moi. Aussi, mon insomnie n'avait rien de désespéré. Je faisais des projets, je cherchais des moyens de vivre, et j'étais si charmée de la beauté du pays que je venais de parcourir qu'il ne me coûtait guère de ne pas aller plus avant et de chercher de l'ouvrage aux environs. Il faisait un clair de lune limpide. De mon lit sans rideau, je regardais le ciel pur et froid. Je pensais à ce que j'avais aimé. Je pleurais, je priais. Qui ? L'esprit inconnu à l'homme qui parle dans son cœur et pénètre sa pensée du sentiment du beau et du bien. Nous appelons Dieu cette âme inaccessible à notre entendement, qui nous porte en elle et nous émeut sans se révéler. Elle ne nous dit rien du tout, elle, ou si elle nous dit quelque chose, nous ne le comprenons pas. Mais l'enfant qui n'entend pas encore la parole de sa mère et qui dort sur son sein connaît sa douce chaleur et y puise les éléments d'une existence complète où il connaîtra ce qu'il ignore. Devenu calme, je m'endormis enfin, et quand on m'éveilla, j'entendis en bas une grosse voix de bon augure dont le timbre me révéla la franchise et la cordialité. Je m'habillai à la hâte, je descendis, certain que j'allais trouver un ami. Dans la salle commune, il y avait en effet un beau montagnard entre deux âges, demi-paysan, demi-bourgeois, qui causait amicalement avec l'hôte, et qui m'offrit place à sa table. Je sus bientôt qu'il faisait des affaires dans le pays. Il avait acheté une coupe de bois à mi-côte de la montagne. Il venait de recruter une douzaine d'ouvriers en pays suisse. Il n'en avait pas assez. Il se proposait de descendre le Simplon italien pour en aller chercher d'autres. Je m'offris à lui. J'avais eu assez de travaux de ce genre à surveiller pour savoir comment on se sert de la cognée et de quelle façon on abat et dépaisse un arbre. Mon costume et ma peau hâlée ne démentaient en rien la condition pour laquelle je m'offrais. Jean Morgeron accepta mon offre et m'enrôla. Ma figure a toujours eu le privilège d'inspirer la confiance. Il ne me fut pas fait de questions embarrassantes et je n'eus pas besoin de dire que je n'avais pas de quoi acheter les outils nécessaires. Le patron me fit une avance de 20 francs, me conduisit au bord du précipice et me montra au loin, sous mes pieds, le bois où je trouverais le campement de mes compagnons. Je passai là 6 semaines, travaillant bien et beaucoup, vivant en bonne intelligence avec tous mes camarades, de quelque humeur qu'ils fussent. J'étais aimé des uns, j'avais un peu d'influence sur les autres. Je me portais bien. J'étais content de moi. Je m'étonnais de me trouver heureux après tous mes malheurs et n'ayant derrière moi que des souvenirs amers, devant moi rien qu'une vie séparée du passé par des abîmes, je trouvais une jouissance réelle dans la faculté de jouir enfin d'un présent supportable. Jean Morgeron, qui venait souvent surveiller l'ouvrage, me prit vite en grande amitié, et un jour que je faisais avec lui le compte de ses dépenses et supputation de ses profits, « Vous n'êtes pas ici à votre place, me dit-il. Vous avez reçu de l'éducation 10 fois plus que moi et 20 fois plus qu'il ne convient à un simple bûcheron.
Je ne sais pas qui vous êtes. Vous ne paraissez pas pressé de le dire. Peut-être avez-vous quelque chose sur la conscience. Patron, lui dis-je, regardez-moi, j'ai eu 80 000 livres de rente, je n'ai plus rien, et ce qui est bien plus grave, j'ai douloureusement perdu tout ce que j'ai aimé. Il n'y a pas si longtemps de tout cela que j'ai pu l'oublier. Eh bien, vous me voyez manger gaiement, dormir en paix sous la feuillée, travailler sans dégoût et sans tristesse, n'avoir jamais ni dépit ni colère contre personne, ni besoin de m'étourdir dans le vin, ni crainte de me trahir en trinquant avec vous. Croyez-vous possible qu'un homme dans cette position de fortune et dans cette situation d'esprit ait quelque chose à se reprocher? Non, s'écria le montagnard en élevant sa large main vers le ciel. Aussi vrai qu'il y a un Dieu là-haut quelque part, je vous crois un bon et honnête homme. Il ne faut, pour en être sûr, que vous regardez dans le fond des yeux, et votre conduite ici prouve bien que, si vous avez tout perdu, vous avez gardé le meilleur, qui est le contentement de soi-même. Je vois que vous êtes instruit, que vous connaissez les mathématiques et une foule de choses que je n'ai pu apprendre. Si vous voulez être mon ami, je vous ferai un sort tranquille. Je vous mettrai pour toujours à l'abri du besoin et je serai encore votre obligé, car vous pouvez me rendre de très grands services et m'aider à faire ma fortune. Je veux être et je suis votre ami, Jean Morgeron. C'est pour cela que je vous demande si vous croyez travailler à votre bonheur en faisant fortune. Oui, répondit-il. Je ne vois le bonheur que dans l'activité, la lutte et le succès. Je ne suis pas un philosophe comme vous, je ne suis même pas du tout philosophe, si la sagesse consiste dans la modération des désirs, mais je m'imagine qu'il y a une autre sagesse qui consiste à tirer de sa volonté tout ce qu'elle peut nous donner. Si vous le prenez ainsi, c'est bien. Vous obéissez à un instinct. Si vous vous en faites un devoir, c'est que vous voulez rendre votre énergie utile aux autres. Un homme qui entreprend beaucoup, reprit-il, est toujours utile aux autres. Il fait travailler, et le travail profite de proche en proche au monde entier. Vous savez que je traite bien mes ouvriers et qu'ils gagnent avec moi. Je me sens très actif et plein d'idées, mais je manque d'instruction. Avec vous, je ferai de grandes choses. Il me soumit alors un plan assez ingénieux. Il était possesseur d'une assez vaste étendue de terre stérile dans une des vallées alpines qui aboutissent à la vallée du Rhône. Le fond du sol était bon, mais chaque année, le torrent de la Brame le couvrait de sable et de gravier. Il eût fallu des travaux d'endiguement dont la dépense était trop considérable pour lui. Il avait l'idée de sacrifier une partie de son terrain pour sauver l'autre, de creuser chez lui un canal par où l'eau s'écoulerait en faisant de sa propriété une île. Les terres retirées du canal et rejetées sur cette île en feraient un mamelon que, dans ses plus fortes crues, le torrent ne pourrait couvrir. L'idée était bonne. Restait à savoir, d'après l'inspection des lieux et la nature du terrain, si elle était réalisable. Nous traversâmes un col de montagne à travers un glacier, et à quelques milles au-dessous, nous nous arrêtâmes au flanc d'une belle colline dont une partie appartenait à mon patron. Il y possédait, en outre, un grand chalet richement, quoique rustiquement construit, et flanqué de dépendances bien aménagées pour les troupeaux, les récoltes, les abeilles, etc. À l'aspect de cette belle et pittoresque demeure, située de la façon la plus charmante, dans une région tiède et entourée de riches pâturages, j'éprouvai un vif désir de me rendre sérieusement utile à mon ami et de fixer ma vie près de lui. Comme je lui faisais compliment de son habitation, un nuage passa sur son front. « Oui, dit-il, c'est une résidence de prince pour un homme comme moi. On y serait heureux avec une femme et des enfants, et pourtant j'y vis en garçon et n'y demeure qu'en passant. Je vous expliquerai cela, plus tard. Il faudra bien que vous sachiez tout, si vous y restez. » Un jeune homme brun, à l'accent étranger, à la figure intelligente et distinguée, et vêtu en villageois recherché, vint au-devant de lui avec des démonstrations de joie. « La maîtresse est allée vendre 2 chèvres, lui dit-il. C'est elle qui va être surprise et joyeuse en rentrant. Et comment va la santé? Et combien de temps aura-t-on le contentement de vous garder cette fois? » C'est bon, Tonino, répondit le patron d'un bon ton assez brusque, quoique bienveillant. On verra ça, ne nous étourdis pas de compliments et fais-nous dîner si tu peux. Le repas fut excellent et servi avec une propreté extrême. Tonino paraissait être à la fois un ouvrier et un domestique.
Il était plein d'adresse pour manier la vaisselle et il commandait à la servante aussi bien qu'eût pu le faire une maîtresse de maison. Mais la véritable maîtresse arriva pour nous servir le café. « Voilà ma sœur, me dit le patron en la voyant descendre le sentier qui nous faisait face. Je regardais cette femme, j'attendais une forte et respectable matrone. Je fus surpris de voir une petite personne mince, élégante, alerte, et qui me parut toute jeune. « Elle a 30 ans, 15 ans de moins que moi, me dit le patron. Elle est d'un second mariage de mon père. Nous avons mis nos intérêts en commun parce qu'elle s'entend à les faire valoir et que nous ne devons nous marier ni l'un ni l'autre. » Je craignis d'être indiscret en demandant la cause de cette étrange restriction. Il pouvait être trop tard pour Jean, mais quand je vis sa sœur de plus près, je restais convaincue qu'il n'en était pas ainsi pour elle. Elle avait une de ces figures un peu fatiguées et mobiles qui n'ont pas d'âge bien précis. 10 fois en 1 heure, elle paraissait plus ou moins âgée qu'elle ne l'était réellement, mais plus ou moins jeune. Elle était remarquablement jolie. Elle appartenait à un type dont je n'ai jamais rencontré l'analogue, menue sans être maigre, extrêmement bien faite, brune de cheveux, avec des yeux bleus et la peau blanche, régulière de traits comme un profil grec. Elle avait dans tout son être je ne sais quoi d'anormal et de mystérieux. Elle était railleuse, incisive même, avec une physionomie sérieuse, prévenante, hospitalière et pleine de soins délicats, avec une brusquerie singulière. Distinguée, spirituelle, aimable, et tout à coup entêtée, épilogueuse et presque blessante dans la discussion. Elle me fit un accueil très froid, ce qui ne l'empêcha pas de me combler d'attention, comme si j'eusse été un maître et comme si elle eût été une servante. J'en étais embarrassée, et, quand je la remerciais, elle ne paraissait pas entendre et regardait ailleurs. Elle ne témoigna aucune curiosité de me voir là, ne s'enquit de rien et sortit avec Tonino pour aller préparer ma chambre. Jean Morgeron, qui m'observait, vit bien que j'étais frappée de cette originalité et que j'en étais même un peu gênée. « Ma sœur vous étonne, me dit-il. Elle est assez étonnante, en effet. Elle est d'une autre race que moi. Sa mère était italienne et Tonino est son cousin. C'est une nature bien difficile à manier et qui ne se rend à l'opinion de personne. Mais elle a tant de courage, tant d'intelligence, d'activité et de dévouement qu'elle n'a pas sa pareille dans le monde pour se rendre utile. Si nous changeons ici quelque chose, il faudra batailler pour qu'elle l'accepte. Mais une fois qu'elle aura accepté, elle vaudra 10 hommes pour l'exécuter. Et si elle ne l'accepte pas, j'y renoncerai. Je veux la paix. Je la laisserai gouverner ici comme elle l'entend, et je ferai un autre établissement où je pourrai contenter ma cervelle en suivant mes projets à moi tout seul, à la condition pourtant que vous m'aiderez si vous trouvez que j'ai raison. Le lendemain, dès le point du jour, j'inspectais la propriété des Morgerons. Le projet de Jean était réalisable et très bon en lui-même, mais il ne savait pas compter et, comme tous les gens à imagination vive, il arrangeait les chiffres au gré de ses désirs et de ses espérances. J'établis froidement mes calculs en me faisant rendre compte de toutes choses dans le détail, et je reconnus qu'il mangerait à coup sûr tout ce qu'il possédait avant d'avoir réalisé le moindre bénéfice sérieux. Il prit de l'humeur en voyant que je ne me trompais pas, et il maudit les chiffres. Il discuta longtemps et finit par se rendre à l'évidence. Alors il s'écria avec une sorte de désespoir. On ne peut donc rien faire de bon en ce monde. Il faut laisser les choses comme elles sont, quand même on sait le remède. Je ferai donc ce maudit torrent manger mon bien jour par jour, heure par heure, et aucun sacrifice ne me sauvera. Puisqu'il doit me ruiner si je le laisse faire, ne vaut-il pas mieux que je me ruine en lui résistant ? N'est-ce pas humiliant pour un homme de rester là, les bras croisés, devant un fléau stupide, quand, avec sa volonté, il devrait le vaincre ? Vous m'avez demandé de vous aider à faire fortune, lui répondis-je. Si ce n'est pas là votre but, risquez-vous. Vous n'avez, m'avez-vous dit, ni femme ni enfant. Si l'amour-propre seul vous pousse à faire une chose hardie et remarquable, faites-la. Mais songez aussi à la honte d'être ruiné et d'être traité de fou par ceux-là même qui profiteront de votre désastre. Oui, reprit-il, je sais cela. Quand j'aurai fait de mon marécage une île florissante, prête à me récompenser de mes peines, il me faudra la vendre à bas prix pour payer mes dettes, et d'autres s'enrichiront à ma place en se moquant de moi.
Mais après eux et après moi, des gens viendront là s'établir et prospérer, et ils diront « En attendant, c'est lui qui a fait cette chose et créé cette terre. Cet homme-là avait des idées et du courage, ce n'était pas un homme ordinaire. Et le tas de pierres et de sable que voici sera un beau domaine qu'on appellera l'île Morgeron. » Il était si beau dans son orgueil que je le dissuadais à regret. Mais il fut amené à m'avouer que, sans l'aide de sa sœur dans une telle entreprise, il serait forcé de laisser les travaux inachevés, et il me parla d'emprunter les fonds nécessaires. C'est alors que je l'arrêtai résolument. « Ne vous risquez pas, lui dis-je, dans une affaire où le succès serait une question d'honneur, non seulement pour votre amour-propre, mais encore pour votre conscience. Trouvez des actionnaires, donnez votre idée, votre travail, votre terre. S'ils ont confiance, laissez-les diriger les travaux. Vous en chargez si bon leur semble, vous associez à leur profit s'ils en font, mais ne prenez pas sur vous la responsabilité de leur faire gagner de l'argent et surtout n'empruntez pas pour votre compte. Avec votre imagination, vous seriez perdu. » Il se rendit et résolut de soumettre son plan à des riverains qui pourraient le seconder. Je dus dresser ce plan et l'appuyer de tous les calculs nécessaires. Mais je voulus l'accompagner aussi du calcul de toutes les éventualités qui pouvaient doubler et tripler les dépenses, les crues subites qui pouvaient ruiner les travaux commencés, la dureté de certaines roches, le manque de solidité de certaines autres, etc. Ces prévisions si simples le consternèrent. « Nous ne réussirons pas, dit-il. Nous ne trouverons pas autour de nous des gens assez riches ou assez confiants pour savoir risquer. Laissons dormir ce projet jusqu'à ce que je découvre les actionnaires qu'il me faudrait. Demain, je vous parlerai d'autre chose. » Tout cela avait pris 8 jours. Nous vivions bien, bonne chère, bon gîte et tout le confortable d'une maison bien tenue et d'une exquise propreté. J'admirais l'ordre de l'activité de mademoiselle Morgeron, l'intelligence et la soumission de Tonino. Il me semblait qu'avec moins d'ambition, Jean eût pu être le plus heureux des hommes, car sa sœur, tout en raillant, avec plus de clairvoyance que de douceur, son besoin de faire parler de lui témoignait une affection réelle et une sollicitude de tous les instants. Mon rôle vis-à-vis de cette jeune femme eût pu être embarrassant si elle m'eût pris en méfiance, mais elle vit bientôt que si j'avais de l'influence sur son frère, je ne m'en servais que pour modérer son exaltation. Dès lors, elle me traita avec déférence et me laissa le désabuser tranquillement. Au bout de la semaine, croyant avoir remporté la victoire, je songeais à quitter mes hôtes, car Jean ne me parlait d'aucun autre projet, et je ne voyais pas en quoi je pouvais lui être utile dans une propriété de médiocre étendue et parfaitement bien exploitée par sa sœur. Pourtant, il me parut triste lorsque je lui fis entendre que je devais m'en aller. Il ne me répondit pas et mit sa tête dans ses mains, en étouffant de formidables soupirs. Il ne dîna pas, garda le silence toute la soirée, et je vis, à la manière dont sa sœur le regardait sans l'interroger, qu'elle n'était pas sans inquiétude sur son compte. Au coucher du soleil, j'allais m'asseoir sur une roche pour contempler l'admirable paysage qui nous entourait. Tout à coup, quelqu'un que je n'avais pas entendu venir dans l'herbe épaisse de la prairie s'assit auprès de moi. C'était Félicie Morgeron. « Écoutez, me dit-elle, vous êtes trop honnête et trop raisonnable. Il faut en rabattre un peu et aviser avec moi à contenter la folie de mon frère. Je le connais, il sera malade et il mourra peut-être du chagrin où il est tombé depuis 3 jours. Je ne peux pas supporter cela, moi. Vous avez vu que j'ai fait mon possible pour le ramener à la raison. Je l'ai pris par sa vanité, je l'ai raillé, je l'ai fâché, rien n'y a fait. Il aime son rêve un peu plus qu'auparavant. Voilà 10 ans qu'il s'en nourrit. Il ne songe à gagner de l'argent que pour le dépenser dans ce travail. Il n'est pas possible de le dissuader à présent. Il est trop tard. Il faut donc faire ce qu'il veut et je viens vous dire que je ne m'y oppose plus. Ne lui dites pas cela. Il serait trop fier de m'avoir vaincu et il irait tout de suite dans ses projets au-delà de ce que nous possédons l'un et l'autre. Mettez-vous à la tête de son entreprise, puisqu'il le désire. Seulement, employez votre sagesse et votre habileté à faire durer cela longtemps, 10 ans, 15 ans, si c'est possible. Quand nous n'aurons plus rien, il faudra bien s'arrêter,
mais il aura vécu 10 ou 15 ans heureux, et cela vaut bien la peine que je me sacrifie. » J'admirais le dévouement de mademoiselle Morgeron, mais je crus devoir la rassurer sur les suites du chagrin de son frère. Il ne me paraissait pas possible qu'il prît la chose à cœur au point d'en mourir. « Sachez, reprit-elle, que je crains quelque chose de pis. Il peut en devenir fou. Vous ne savez pas comme il est exalté. Il n'ose pas vous le laisser voir. Mais il ne dort pas depuis 8 nuits. Il se promène dans sa chambre ou dans la campagne, il parle tout seul, il a la fièvre. Je ne veux pas de cela, vous dis-je. Quand avec de l'argent on peut empêcher un grand malheur et sauver la personne qu'on aime le mieux au monde, je ne comprends pas qu'on hésite. Vous êtes un grand cœur, lui dis-je en lui tendant la main et en serrant la sienne avec émotion. Ce que vous pensez là est bien et me réconcilie tout à fait avec vous. Vous m'avez cru intéressée, n'est-ce pas ? Reprit-elle d'un ton d'indifférence. Quand on travaille comme vous avec une activité fiévreuse, c'est pour réaliser des projets d'avenir quelconques, et abandonner ces projets, c'est, pour une nature positive et sensée comme la vôtre, un sérieux sacrifice. Je ne sais pas si je suis sensée, mais je suis positive en effet, j'ai toujours travaillé pour le plaisir de travailler. Je ne pourrais pas vivre autrement. J'aime l'ouvrage bien fait. Quant à mes projets, je n'en ai pas pour mon compte. Vous voyez que le sacrifice n'est pas grand. Ce que vous me dites là m'étonne, mais je n'ai ni le droit ni l'intention de vous interroger. Permettez-moi seulement de vous dire que je ne puis me prêter à votre ruine et que je ne veux encourager la témérité de votre frère par aucun adoucissement à la vérité que je lui ai dite et prouvée. Je ne suis pas ingénieur, mais j'ai assez d'expérience et d'observation pour être convaincu que je ne me suis pas trompée. Comment voulez-vous que je revienne sur mon assertion ? Ne vous déjugez pas, mais acceptez de l'aider à risquer le tout pour le tout. Voyons, monsieur Sylvestre, il le faut. Ne croyez pas que votre prévoyance l'ait dégoûté de son rêve. Plus il le voit difficile et dangereux, plus il l'aime. Si vous le quittez, il cherchera un autre conseil qui sera probablement moins scrupuleux et moins éclairé que vous, et qui, au lieu de ménager le temps et de retarder la déception, engloutira tout de suite notre avoir et les espérances de mon frère. L'insistance de Félicie Morgeron me chagrina, et je me défendis du rôle qu'elle persistait à me faire accepter. Elle était d'humeur impérieuse dans la discussion, aussi s'animait-elle très vite et perdant patience. « Comment » s'écria-t-elle, « vous avez l'air de me dire que je n'ai pas le droit de me ruiner pour un caprice de mon frère. Écoutez, il faut en finir. Ce que vous ne savez pas encore, vous l'apprendrez au premier jour, si vous restez seulement une quinzaine encore dans le pays. J'aime mieux vous le dire moi-même, tout de suite. Sachez que je dois tout à mon frère et que je ne vis que pour lui. Il m'a pardonné ce que personne dans la famille et dans la contrée ne me pardonnera jamais. À 15 ans, j'ai été séduite par un étranger qui m'a abandonnée. Mon père, rigide protestant, m'a chassée, ma mère en est morte de chagrin. J'ai erré sur les chemins, j'ai mendié. Repoussée de partout, j'ai été en Italie à pied avec mon enfant dans les bras pour retrouver mes parents maternels. Ils étaient dans la misère, pourtant ils m'ont donné asile. J'ai travaillé, mais j'avais trop de fatigue. J'ai été malade, j'ai perdu mon pauvre enfant. Je voulais mourir quand un beau soldat est arrivé auprès de mon lit d'agonie. C'était mon frère Jean qui avait ignoré mon malheur étant au service. Il venait de l'apprendre, il avait fini son temps, il venait me chercher. Sa bonté et son amitié m'ont sauvé. Il m'a aidé à me remettre, il m'a amené ici. Notre père s'est brouillé avec lui parce qu'il me pardonnait. Sa fiancée, qui attendait son retour, a déclaré qu'elle n'épouserait pas le frère complaisant d'une fille perdue et que, si je restais au pays, elle se marierait avec le rival de Jean. Jean m'a caché tout cela. Il m'a gardée et soignée 2 ans car j'étais si faible et si malade encore que je n'étais bonne à rien. Il n'a pas reçu bénédiction de son père mourant, il ne s'est pas marié, il a été mal vu de tous ses voisins. Il passe encore pour une mauvaise tête et pour un homme sans religion, tout cela à cause de moi. Que voulez-vous ? Ils sont comme cela dans ce pays de dévots. Catholiques et protestants font assaut d'intolérance. Je suis donc une fille perdue et sans avenir, et j'ai perdu aussi l'avenir de mon frère. Nous étions pourtant assez riches pour trouver lui une femme et moi un mari. Mais il eût fallu descendre trop bas. Notre orgueil s'y est refusé. Ce qui a sauvé mon frère de l'ennui et du chagrin, c'est justement ce qui vous paraît devoir le perdre, c'est son goût pour les entreprises. Il aurait certainement fait les plus grandes choses qu'il rêve s'il était plus instruit et plus patient.
Il sait ce qui lui manque, il en souffre. Il sait qu'il a des idées, mais qu'elles se tiennent mal. Moi, j'ai plus de tête, mais je ne sais pas inventer. Et, voyant que ses inventions ne valent rien, je le contrarie sans l'éclairer. Nous nous disputons. Je ne le rends pas heureux. Mon travail régulier l'impatiente. Pourtant, je ne travaille que pour lui, je n'aime que lui, je ne cherche à acquérir que pour le mettre à même de dépenser. Et l'ordre qu'on voit ici fait qu'on est forcé de nous rendre justice sous un rapport. On reconnaît que nous nous rendons utiles et que si nous sommes des impies, comme on dit, nous ne sommes pas des avares et des lâches. À présent, monsieur, vous savez tout, et vous voyez bien que si mon frère tient à son idée, je dois l'adopter. Bonne ou mauvaise, dussé-je y voir passer tout notre patrimoine et toutes mes économies, dussé-je mendier encore et gratter la terre avec mes mains. Eh bien, répondis-je, vivement impressionné par ce que je venais d'entendre, il ne faut pas que cela arrive. Il faut dépenser noblement et utilement votre fortune en nourrissant l'ambition de votre frère de projets réalisables. Je le connais assez maintenant pour savoir qu'il a la passion de l'initiative. Il faut donc lui faire trouver lui-même l'aliment nécessaire à son activité d'esprit. Il est impossible qu'il n'y ait pas chez vous ou autour de chez vous quelque chose de sérieux à entreprendre. Je sais qu'il a en tête une autre idée sur laquelle je n'ai pas voulu le faire s'expliquer. Je craignais de vous déplaire et d'encourager quelques nouvelles rêveries. Mais qui sait s'il n'est pas sur une meilleure piste et si je ne pourrais pas l'y pousser cette fois sans manquer à ma conviction et sans vous faire courir de trop gros risques. Laissez-moi le tenter. S'il faut que vous y perdiez de l'argent, tâchons que vous en retiriez au moins quelque gloire. Il ne s'agit pas de gloire pour moi, reprit Félicie. Je ne me soucie de rien au monde. Tout est rompu à jamais entre l'opinion et moi. J'en ai pris mon parti, je n'en souffre plus. Ma vie est trop occupée pour que j'y songe. Mais mon frère a besoin qu'on parle de lui, et qu'après l'avoir blâmé et raillé de ce qu'on appelle sa faiblesse, on connaisse son énergie. Faites donc tout pour lui et rien pour moi, si vous voulez que je vous bénisse et que je vous aime. Elle me quitta sans attendre ma réponse, après avoir dit d'un ton brusque et assez froid ces paroles à la fois énergiques et tendres. Et il me semble que ça fait une bonne fin de partie ici. Oui, non, c'est pas un livre si long que ça. Mais quand même, on en a pour un petit moment. Voilà. Et alors, j'avais envisagé une chanson. Je crois que je vous l'ai déjà chantée en plus, mais comment dire? Je savais pas quoi chanter, j'étais dans cette petite forme, j'avais envie quand même de finir par une chanson. Et voilà, donc, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'explication à donner. Et excusez-moi pour ça. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear.
just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dream that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dream till sunbeams find you. Sweet dream that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Non, j'arrête. Pardon. C'est toujours comme ça avec moi. Je commence mollo mollo et je retrouve l'énergie à la fin. Et c'est parti pour une nouvelle nuit d'insomnie. J'espère pas, j'espère que je vais trouver le sommeil. Et j'espère que je vais faire des beaux rêves. Non seulement j'ai pas beaucoup dormi, mais en plus j'étais coincée dans un cauchemar. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Ou le sommeil. Je suis en train de lire un très bon livre en ce moment. Je suis très très heureuse. Je sais pas encore ce que ça va donner. Le dernier amour, c'est intéressant pour l'instant. Beaucoup. Mais voilà. Il faut que je me calme. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'est déjà très long. Et je vous dis à très bientôt. J'allais vous raconter ma vie encore. Et non. Non. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Et prenez soin de vous aussi.